Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur LTM Télévision dans le cadre de l'émission Incorrect pour ce dimanche 22 novembre 2020. Plusieurs sujets à la une, un week-end mouvementé par des informations, notamment ces femmes qui ont décidé de manifester nues devant le domicile ou la rue du maintenant au domicile du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On revient sur cette information, plusieurs d'entre elles ont été interpellées. Une information, on en parlera sur ce plateau. On s'intéressera aussi à la réunion des gouverneurs pour la sécurité dans les 10 régions du Cameroun, et on parle justement d'une sécurité qui est démise avec les fêtes qui s'annoncent, les fêtes de fin d'année, mais surtout les élections régionales prévues pour le 6 décembre 2020, alors que la campagne a été lancée ce samedi 21 novembre à travers le triangle national. Deuxième sujet de cette émission, et puis du sport. C'est pas l'accoutumée qu'on en parle, mais une information qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive tout au long de la semaine. On parle de ce bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue professionnelle de football et le TAS qui a rendu une ordonnance en fin de week-end réhabilitant la Ligue dans ses droits d'organiser le championnat. Après, bien sûr, les décisions d'une réunion qui s'est tenue à la primature entre le premier et le secrétaire général du Premier ministre, le président de la Ligue, le président de la Fédération et quelques présidents de clubs des différentes parties. On en parle dans cette émission. Le temps pour moi de vous présenter le panel. Nous sommes 4 pour l'instant sur ce plateau. Je vais commencer par Jean-Claude Youft. Vous êtes le représentant du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. C'est un plaisir de vous avoir encore ce dimanche comme on a continué. Oui, le plaisir est partagé. Bonjour à tous, Madame Priscille. Bonjour à l'ensemble des copanélistes et bonjour aussi à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais prendre quelques secondes juste pour présenter mes hommages et une pensée vive pour votre consultant Elimbi Lobert, dont on s'est souvent retrouvé sur des plateaux et qui a été agressé. Je souhaite prompte guérison à notre homme politique, citoyen républicain, Monsieur Abel Elimbi Lobert. Elimbi Lobert qui se porte de mieux en mieux, prendre rétablissement selon des dernières informations. Alors, avec vous, Jean-Claude Youft, je voudrais qu'on s'intéresse, comme à l'accoutumée, à la première articulation de cette émission, qui revient sur les grandes unes qui ont marqué la rédaction centrale de LTM Télévision. Et je veux avoir votre avis justement sur l'interdiction du MINAT, le ministre de l'administration territoriale, qui interdit le mouvement 10 millions de nordistes, 10 millions de nordistes qui a été donc interdit en fin de semaine par le MINAT, ce mouvement-là. Et le ministre parle justement d'une guerre politique selon le journal Émergence. Émergence parle d'une guerre politique dans le Grand Nord avec ce mouvement qui pourrait déstabiliser le Cameroun. Mais la raison évoquée par le MINAT, c'est justement le manque d'autorisation pour cette association-là de pouvoir avoir des activités. Oui, je pense que le MINAT a mis fin à ce qu'on appelle la tolérance administrative. Parce que cette association, 10 millions de nordistes, était déjà en train de prendre des proportions inquiétantes. Surtout dans le cadre même des orientations qui ne relevaient même plus forcément du cadre d'une association, mais beaucoup plus ramenant de séments de la division, séments de la haine, amenant les citoyens camerounais, parce que le Cameroun n'est pas à être identifié que je suis nordiste, je suis sudiste, je suis anglophone, je suis francophone. Nous ne connaissons pas ça au Cameroun. Ce que nous connaissons au Cameroun, nous savons que on est Bassa, Ewondo, Beti, Foufoudé et tout. Voilà. Et que nous vivons ensemble dans un pays uni et indivisible. Et que nous devrions continuer à s'aimer les graines de la paix, de la vie harmonieuse et de l'amour et du patriotisme. Mais cette association, ce mouvement ne parlait pas de diviser le Cameroun, mais revenait sur la condition des personnes ressortissantes du Grand Nord, la partie septentrionale, qui pénètrent à la majorité de la voix lors des élections, mais parle aussi de la condition de vie de ces populations. Et on l'a vu lors des images, des grands reportages dans l'extrême nord du Cameroun, des enfants qui n'ont pas accès à l'école. D'ailleurs,
lors de la dernière session ordinaire des députés, près d'1 million d'enfants n'ont pas d'état civil, n'ont pas d'acte de naissance dans ces régions. Les routes sont enclavées. C'était peut-être l'occasion pour ce mouvement de revenir véritablement sur la situation, mais promouvoir le développement dans les régions septentrionales du Cameroun. On est d'accord. En ce qui concerne la question de l'état civil, elle a été débattue bien sûr dans le cadre de cette session budgétaire, mais par rapport à un débat spécial, une session spéciale qui a été un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Le problème de l'état civil relève d'un certain mécanisme et des habitudes aussi. C'est entre autres problèmes qui minent les nordistes et qui ont justement suscité ce mouvement 10 millions de nordistes. Oui, mais déjà, les députés de la nation du Nord portent déjà ces problèmes. La preuve en est que l'Assemblée nationale s'est saisie de cette question. Donc, en quoi une association de 10 millions de nordistes voudrait dire qu'elle est moins, que les questions du Nord sont moins portées ou bien ne sont pas assez bien portées au niveau donc du Parlement ou bien même des instances de l'exécutif national. Et autre chose, quand on a besoin d'être une association dynamique qui œuvre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, on peut par exemple dire qu'ils étaient peut-être en train de faire des propositions sur l'amélioration de la carte scolaire, sur l'incitation aux inscriptions, parce qu'il faut avouer que pendant longtemps, par exemple au niveau du Grand Nord, un certain nombre de populations privilégiaient beaucoup plus les activités de cette part. On n'a pas vu cette association à pied d'œuvre, mais on a plusieurs associations qui défendent des idées d'incitation à pouvoir rester unis. C'est ce qui est véritablement fait, exactement ce qu'il fallait faire. Taper le point sur la table. Exactement. Et nous sommes fiers véritablement de notre dominante. On voit bien dans vos déclarations. On va prendre le deuxième invité de ce panel. Il est le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vivian Coué, bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour à tout le panel. Et si vous me permettez, destination. Le premier bonjour va d'abord à l'endroit de mon président, le professeur Maurice Kamto, qui est le président légitime du Cameroun. Et le Paul, justement se mettant en tenue d'Adam et Ève pour se surveiller sans aucun motif ou sans aucune notification. Et le troisième bonjour va à l'endroit de toutes les mamans victimes de la crise anglophone qui ont perdu leur progéniture, qui leur désarroi pour que, enfin, oublier. Donc, mon bonjour va spécialement à toutes. Le jour qui revient sur l'affaire du TPI de Bonandio, avec 30 avocats recherchés par la police, qui est revenu justement sur l'arrestation de Maître Richard Tamfou, militant du MRC, qui faisait partie justement de ces avocats qui ont été gazés du côté du tribunal de première instance à Bonandio il y a quelques semaines. Comment avez-vous apprécié ces nouvelles du côté du mouvement police, du moins, qui en réalité jusqu'ici ne respectent pas, n'ont pas respecté les canaux. Il me semble avoir suivi que effectivement on a posé des guet-apens à certains avocats. On n'a réellement pas utilisé ce qui est républicalement correct en matière de justice, en matière de procédure, pour interpeller un citoyen, fût-il un avocat. Donc, notre compatriote Tamfou, qui en fait partie de cette foulée des avocats qui sont interpellés de façon abusive, nous laisse justement un goût très amer. Un goût amer simplement parce que ça nous rappelle effectivement 4 ans en arrière, quand les avocats d'expression anglophone se mettaient dans la rue pour manifester un certain nombre de courroux de leur part, de leur pratique, de leur profession, qu'ils ont reçu en retour une sorte de barbarie sauvage de la part Mais est-ce que le cas des manifestations des avocats dans les régions du Nord et Sud-Ouest peut s'appliquer à ce qu'aujourd'hui au tribunal de première instance, quand on sait que ceux qui manifestaient contre une décision de justice, les avocats qui sont censés représenter la loi, montrer aussi le bon exemple, aujourd'hui s'opposent aux décisions de justice? Est-ce que c'était l'exemple à montrer? Est-ce que ça en valait la peine finalement? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle les autorités administratives policières aujourd'hui se retrouvent à arrêter certains avocats, ces hommes qui sont censés dire le droit? Justement, on a vu une scène, du moins pour aller dans le centre de votre question, nous avons vécu une scène très effroyable, très décadente, où on a vu en plein paquet les gaz lacrymogènes, les policiers
se matraquer les avocats et justement pour des hommes qui pratiquent le droit, au moins qui sont au quotidien et qui défendent les causes des citoyens, voir une telle humiliation ne peut que laisser ne peut que construire davantage l'idée que nous avons d'un régime qui excelle davantage dans la barbarie et dans le souci de davantage intimider et de faire passer la force comme modèle de gouvernance. Donc, Maître Tanfou et les autres avocats, comme je disais tout à l'heure, sont interpellés par des mécanismes très peu orthodoxes je veux dire de la procédure en matière judiciaire, la procédure d'interpellation. On a vu qu'il y a eu beaucoup de guet-apens, il y a eu beaucoup de pièges, comme on dit souvent localement, qui ont fini par conduire certains de ces avocats, justement, les praticiens du droit, comme vous l'avez bien dit, ceux qui sont au quotidien à servir les Camerounais, à défendre les causes, être humiliés de la sorte. Je dis, nous disons, surtout nous, MS, nous disons qu'effectivement, nous laissons le son aux Camerounais d'apprécier d'eux-mêmes de quoi il est question sur toutes les dérives que nous dénonçons de ce régime qui s'entête du jour au lendemain à présenter un pays finalement barbare, un pays qui évolue en reculant et qui en réalité salit l'honneur de la justice pour des causes politiciennes. Merci, c'est votre mot d'introduction. Co-service, on renforcera avec vous tout au long de cette émission. On prend le troisième invité rapidement. Monsieur Serge Kamdem-Kwam, avec vous, on va s'intéresser véritablement aux questions sportives sur ce plateau. Finalement, j'y arrive. Et avec vous, on prend d'abord le quotidien Mutation qui est revenu cette semaine sur le Mozambique, la rencontre entre le Mozambique et le Cameroun, comptant pour la 4e journée. On parle de match retour et le journal a titré sur la 3e mi-temps. Pourquoi les Lions ont prolongé leur séjour à Maputo? Vous avez vécu cette scène. On a parlé justement d'un problème de carburant, de kérosène qui a obligé l'équipe nationale à prolonger son séjour du côté de Maputo. Est-ce que vous êtes d'accord avec certaines personnes qui parlent d'un manque de fair play du côté du Mozambique, de la partie mozambicaine? Salut Priscille, salut à tout ton riche panel. Avant de répondre à ta question, permets-moi de ne pas déroger à la règle de politesse qui voudrait ici que, sous haute recommandation du président de la Ligue régionale de football de l'Ouest, que je passe le salut à votre chaîne de télévision, à la promotrice surtout, et vraiment à tous ceux qui nous écoutent ou nous suivent. Pour revenir à ce qui est de votre question, c'est vrai que c'est quelque chose qui a un peu défrayé la chronique. On a pensé avec la situation pandémique que l'équipe du pays mozambicain a usé des stratagèmes pour mettre le Cameroun à mal. Mais je veux dire pour ce qui est du cas du Cameroun en particulier, que nous sommes un peu responsables de ce qui nous est arrivé. Parce que lorsqu'on a un avion qu'on a affrété pour prendre une délégation, il faut qu'on perde un peu les habitudes de vouloir gérer les choses au cash. Parce que nous marchons généralement avec les mallettes d'argent, les sacs et tout ça. Or, nous savons que dans l'orthodoxie, il est important toujours de devoir régler par des mesures autres que le cash, donc soit les virements et tout ça. Quand on examine bien la situation, on s'aperçoit que pour le match, lorsqu'on est venu déposer les Lions, le cadeau a été payé au cash. Et il se pourrait qu'à ce moment, les instructions aient été données pour que la seconde étape se passe par virement, parce que ce n'était pas dans les us et coutumes mozambicaines. Donc je pense que le Cameroun ayant pensé, ou bien la Camerco qui était chargée de gérer ce pan-là, ayant pensé, ou bien ayant eu des difficultés de faire le virement immédiatement, a voulu revenir sur le plan de l'opérationnalité, le faire au niveau de l'aéroport. Et on a trouvé un couac parce que les autorités mozambicaines n'étaient pas prêtes à prendre de l'argent, d'une part, et de l'autre part, les délais pour le voyage, nous on devait voyager après le match. Or, ils estimaient que même si on fait une opération de virement à l'instant, il faut qu'ils se rassurent que l'argent est encaissé et ça pourrait se faire que le lendemain. Donc, on peut, dans une certaine mesure, tout en sachant que la défaite fait souvent mal en sport, et quand on regarde les événements qui a eu lieu entre Mozambique, la Gambie et le Gabon, penser qu'avec la pandémie qui sévit actuellement liée à la Covid-19, on peut faire des exagérations, mais dans le cas en espèce, il ne faut pas exclure notre responsabilité qui n'était pas du tout saine de reproche. Donc je pense que même si le Mozambique a saisi la perche pour faire une exagération, nous-mêmes, on est responsable partiellement de ce qui nous est arrivé.
Merci. Avec vous, on sera tout au long de cette émission. Merci de votre présence. Rapidement, donc, le quatrième invité pour conclure cette première articulation. Biel, vous êtes Mathurin Biel, vous êtes le représentant du SDF, le Social Democratic Front. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Merci, bonjour Priscille, merci de m'avoir conduit à cette rencontre, à ce moment de réflexion. Et je salue mes companélistes, je salue vos nombreux téléspectateurs. Donc je pense que cette matinée permettra à vos téléspectateurs d'élever leur niveau de compréhension des événements politiques et des événements sportifs de notre pays. Ensemble, donc, on va élever le niveau de compréhension sur les événements liés à la santé. Et on parle justement de ce dispositif sécuritaire dans les colonnes du journal Cameroun Tribune qui titre cette semaine Tous en éveil, sur instruction du président de la République Paul Biya, le ministre délégué à la présidence chargé des affaires de la défense, Joseph Betty Assomor, a présidé une réunion d'évaluation en vue de roder la machine de perspective d'un encadrement adéquat des élections régionales et d'un déroulement serein. Justement, on parle justement des mesures barrières qui ont été mises sur pied par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomor, pour encadrer ces élections régionales dont la campagne a démarré hier, 21 décembre. Oui, de toutes les façons, je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun fait face à de nombreux enjeux sécuritaires. Et il est de bon temps que le gouvernement essaye véritablement se pencher sur ces questions-là afin que les Camerounais puissent vaquer librement leurs occupations, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau tout simplement de sécurité corporelle des uns et des autres et de leur mouvement. Donc récemment, on a eu un événement totalement regrettable ici dans la ville de Douala, où des individus portant des sacs, n'est-ce pas, qui contenaient des matériels explosifs, n'est-ce pas, ont mis en péril la sécurité à l'intérieur de la ville. Donc, il doit du bon temps que des choses pareilles, que le gouvernement mette l'accent dessus afin que ça ne se reproduise pas et que le conflit, ou les différents conflits qui sont en train de sévir dans les frontières de notre territoire, que ces conflits-là n'arrivent pas ou n'atteignent pas des secteurs névralgiques comme la ville de Douala, Yaoundé. C'est que Douala, c'est la capitale économique, Yaoundé, c'est la capitale politique. Donc il est tout à fait normal qu'on mette un accent particulier sur la sécurité en ce moment. Et aussi, vous avez parlé des élections régionales. Vous savez que les mouvements sécessionnistes, n'est-ce pas, ne veulent pas entendre parler de tels événements dans la partie du territoire qu'ils considèrent comme leur future république. Donc c'est normal que la sécurité soit de plus en plus relevée et que tous les défis sécuritaires qui s'imposent actuellement au gouvernement soient résolus et soient négociés de la meilleure des façons. Alors, merci Mathurin Biol d'être là. On va prendre le premier sujet de cette émission et on revient sur cet événement qui a eu lieu du côté de Yaoundé, manifestation, revendication pour la liberté du professeur Maurice Kamto, le président pour le mouvement La Renaissance du Cameroun. Cette dame, jeune fille, maman, qui ont manifesté nues du côté donc, du quartier, un quartier à Yaoundé, et plusieurs d'entre elles ont été interpellées par les forces de maintien de police. Alors, je commence par vous, M. Koué Vivien, sur la question, puisque vous êtes militant du MRC, sur ce plateau, pour nous éclairer d'ailleurs avant d'avoir l'avis des autres panélistes. On a parlé justement de cette manifestation à Yaoundé, une de trop, pour la première fois, c'était la visite de cette dame qui était venue saluer le professeur Maurice Kamto. Malheureusement, il n'a pas pu recueillir ou accepter la présence parce qu'il demandait à ce qu'elles intègrent la maison. Samedi, hier, on a eu droit à une autre manifestation de tout un genre. Ces dames qui ont décidé de venir manifester, pour certaines assises à même le sol, dénudées, totalement déshabillées. Comment comprendre? Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que c'est un autre pan de la manifestation ou c'est une stratégie encore mise sur pied par le MRC? C'est une question qui me vient au pif. Pourquoi manifester pour la libération du professeur Maurice Kamto? Est-il emprisonné? Est-il incarcéré? A-t-il reçu une notification d'assignation à résidence? Toute la question demeure. Cette question porte de son sens et mérite d'être posée. Voyez-vous, il est très désolant de parler d'un pays démocratique où effectivement on a le professeur Maurice Kamto, leader
politique, leader d'opinion, qui vit aujourd'hui une situation qu'on a déjà vécue durant une certaine époque. Je peux rappeler ici 92 avec le chairman John Fundi, qui lui était contrairement au chairman. Je ne sais pas s'il avait reçu une notification de justice, mais semblerait-il que les contextes étaient effectivement les mêmes choses, où le chairman avait fait 6 mois avec toute une armada de militaires postés devant son domicile. Oui, effectivement, nous avons nos mamans militantes du MRC qui se sont rendues à toute liberté, puisque n'oublions pas que la notion de liberté confère aux citoyens le droit d'aller et de venir, de rendre visite à qui veut, d'assister qui veut. Donc, nos militantes se sont rendues chez le président, question de le ravitailler. Et puis, malheureusement, cette armada d'hommes en tenue, postés devant son domicile, justement a usé d'un pouvoir dont on ne connaît pas les justificatifs. Nous savons au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a pas une notification de justice qui autorise ou alors qui peut justifier la présence d'une telle présence d'hommes en tenue devant le domicile de notre président. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que chaque fois justement que quelqu'un doit s'y rendre, qu'il soit tout de suite empêché. Et la première, c'était la vice-présidente qui s'est rendue et qui a dû passer par la DGSN pour avoir une certaine autorisation pour se rendre dans son domicile. Qu'on a vu de se poser la question, de quoi en est-il question? Est-ce que c'est une résidence, il est assigné à résidence surveillée? Si oui, que le régime qui lui a mis dans cet état, effectivement, respecte au moins le préalable en matière de procédure judiciaire, servir une assignation venant d'un juge ou d'un magistrat, qu'il n'en est pas question. Nous sommes ici dans un cas de dictature à outrance. Des mamans qui ont justement agi comme on dit souvent chez nous, comme des femmes bantoues, qui ont mis en jeu leur dignité, qui sont dénudées pour exprimer un message fort. Pour ne pas peut-être leur qualifier de recalcitrante ou alors de celles qui voudraient créer une situation chaotique, elles ont mis en jeu leur propre dignité pour dire nous ne sommes plus d'accord et il en est de trop. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas libres d'avoir accès? Et si vous voulez donc continuer à nous empêcher, on va mettre en jeu notre dignité, c'est notre dignité, pour que vous compreniez qu'effectivement vous avez poussé le vase plus qu'il en fallait. Donc je crois que ce sont des motivations, sans que ce ne soit une stratégie, puisque vous avez parlé tout à l'heure de stratégie, sans que ce ne soit une stratégie, ça a été simplement ça a été une forme de communication, ça a été un message fort à l'endroit de ceux qui ont bien voulu que cette situation continue à perdurer, de ceux qui tiennent, je veux dire, les bouts de cette situation, de cette résidence résiliation illégale du président Maurice Kamto. Elles ont exprimé justement cette chose-là qui en réalité doit interpeller les citoyens camerounais sur la notion de liberté dans ce pays. Parce que finalement nous ne comprenons plus rien, mais nous savons simplement que autant cette situation perdure, autant elle nourrit davantage des crispations, des frustrations, et puisque nous sommes libres, nous n'allons pas nous empêcher d'exercer cette liberté, quitte à ce que le régime comprenne qu'effectivement on peut jouer avec tout, mais on ne doit pas jouer avec la liberté d'un citoyen. Alors, Monsieur Jean-Paul Diouf, est-ce que c'est un message fort qui est envoyé à l'endroit du gouvernement, des autorités sécuritaires, ces femmes militantes du MRC qui de droit voudraient voir les présidents interceptés par les forces de maintien de l'ordre qui sont postées depuis des mois, depuis le 22 septembre, à côté du domicile, à l'entrée du domicile du professeur Maurice Kamto? Elles ont décidé d'enlever les vêtements, de laisser la nudité filmée, diffusée sur les réseaux sociaux, les chaînes de télévision. Est-ce que finalement, doit-on en arriver là,
Est-ce que finalement on peut dire le message fort, c'est un message fort qui est passé et obtenir ou attendre les résultats quand ces dernières ont été interpellées par la police? Je suis indigné parce qu'en réalité, lorsque nos mamans se comportent déjà ainsi, on ne sait même plus finalement quel sera le sens des valeurs sur même le plan moral et de la dignité qu'elles vont nous transmettre. Heureusement que toutes nos mères ne sont pas comme ça et qu'on ne retrouve que cette catégorie. Est-ce qu'on peut parler de catégorie? Ailleurs, on a vu des femmes se dénuder ou se déshabiller pour revendiquer leurs droits, pour revendiquer certaines choses. C'est une façon, certains parlent d'une communication pour peut-être aiguiser ou sensibiliser les uns les autres. Pour l'instant, cette méthode est utilisée et pratiquée par un parti politique qui s'appelle le MRC. Quand ce sera dans un autre parti, on va dire les Camerounais ont les habitudes de pouvoir pratiquer ainsi. Donc c'est pour cela que j'étais en train de dire que c'est une frange de certaines mamans dans une formation politique bien connue. C'est de ça dont il s'agit. Bon, heureusement que ce parti est même d'abord minoritaire. Nous lui accordons beaucoup d'importance même par rapport même au poids politique qu'il devrait être. Ces revendications, je ne sais pas si elles sont fondées ou pas, parce qu'en réalité, c'est très facile. Ce collectif de nos mamans devait se rapprocher du collectif des avocats de défense de M. Maurice Kamto, qu'ils ont appelé le collectif des avocats de Maître Swap, qui a pris connaissance du dossier à charge. Parce qu'en réalité, la justice, c'est ça, qui a pris connaissance. Je dis bien, j'invite M. Vivien à aller d'abord demander à ses camarades du MRC, avocats du collectif Microsoft, de venir vous dire le contenu du dossier à charge. Parce qu'en réalité, depuis que ce collectif des avocats de M. Maurice Kamto a rencontré le délégué général à la Sûreté nationale et le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, ils n'ont plus jamais parlé. Ils n'ont plus jamais sorti de communiqué officiel. Pourtant, nous les connaissons très engagés. On connaît les leaders de ce groupe-là. Donc, alors on se pose donc nous la question. Qui est en train de vouloir se moquer de l'autre? Ou bien de jouer sur l'ignorance ou l'hypocrisie d'un certain nombre d'acteurs? C'est de ça dont il est question. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si nous étions dans une situation où, qu'on était en train de nous dire que M. Maurice Kamto n'a pas droit à la défense, ou bien que son collectif des avocats n'arrive pas à pouvoir savoir de quoi il est question, ce serait beaucoup plus facile. Alors, c'est ce dossier à charge, parce que même vous et moi, nous ne pouvons pas nous prononcer sur une affaire de justice réellement si nous ne connaissons pas le dossier à charge. C'est les avocats qui ont accès au dossier à charge, que ce soit la partie d'accusation ou la partie de la défense. Le collectif des avocats de M. Maurice Kamto a pris connaissance. Alors qu'ils sensibilisent leurs camarades et que leurs camarades cessent de pouvoir se profaner, de pouvoir faire une dépravation des mœurs et atteindre même à la dignité. Parce qu'en réalité, il y a aussi... C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure sur mon propos introductif, dont vous m'avez questionné, on a parlé de l'intolérance administrative. Je vous dis que même ce manifester est réprimé par la loi, et surtout en fonction du niveau d'exposition du public qui est en train de vous voir. Si ce sont des petits-enfants, c'est très grave. Atteinte à la pudeur. Oui. Donc, après-demain, lorsque on dira force doit revenir à la loi, les uns et les autres vont encore venir faire des plateaux de télé. Pourtant, ils passent leur temps à pouvoir violer la loi sur tous les plans. Là où il faut faire la revendication et y aller réellement, ils n'y vont pas. Le professeur Maurice Kamto est en résidence. Vous respectez la loi?
quand je vous dis que... Vous respectez la loi, vous devez respecter la loi. Lorsque je vous dis que monsieur... lorsque je vous dis que monsieur Vivien ne comprend même pas cette notion, parce qu'en fait, j'ai vu comment il s'est embrouillé avec les notions de résidence surveillée, assignation... Monsieur Jean, nous ne saurons pas faire. Vous ne le faites pas et vous parlez du respect de la loi. C'est dommage. Maintenant, du RDPC. Bon, alors, je disais donc que monsieur Koué Vivien a du mal à comprendre ces notions de résidence surveillée et d'assignation en résidence. Mais comme on est ici avec nos téléspectateurs qui doivent aussi nous comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de développer, la notion de résidence surveillée est une décision de justice. Et la notion d'assignation en résidence est une constatation de restriction des libertés, des mouvements de l'individu. C'est parce qu'on se comprend très bien. Alors, lorsque vous voulez donc utiliser ces terminologies qui sont juridiques, à vous de faire le constat et de nous dire de quoi il est question. Bon, maintenant que nous avons dit cela, nous disons également que là où ça doit en réalité faire parler, c'est le dossier à charge. Ceux qui ont connaissance du dossier à charge, de quoi on accuse Monsieur Maurice Kamto, qui, je peux vous dire déjà, a fait appel lors des marches du 22 septembre 2020, appel à l'insurrection et au renversement des institutions de la République. Ça, c'était connu en Mondovision par tout le monde. Et ils connaissent maintenant, à l'heure où nous vous parlons, le dossier à charge, alors qu'ils cessent de nous distraire et de cessent de mettre en faute les citoyens camerounais. Alors, Mathieu Mbiol, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Jean-Claude Vieux qui parle de distraction, cette manifestation de femmes qui ont décidé d'aller devant le domicile du professeur Maurice Kamto, manifester, réagir, tout en étant nus? Est-ce que c'est une façon de sensibiliser, d'informer, de réagir, de décrier le mécontentement, ou on peut parler de distraction politique? Bon, il faut tout simplement dire que pour ce qui nous concerne, nous sommes tout simplement un peu interloqués, un peu abasourdi par ce que nous observons là, parce qu'il y a véritablement des thèmes qui sont beaucoup plus importants actuellement au pays. Il y a des thèmes qui peuvent véritablement, qui devraient véritablement mobiliser les Camerounais, qui les concernent directement pour l'amélioration de leurs conditions de vie, telles que l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à des meilleures conditions d'éducation, une meilleure éducation, la santé. Voilà des thèmes qui sont vraiment porteurs. Quand on voit des mamans qui ont certainement, en cette période de rentrée scolaire, des charges sur ces différents aspects-là, sur les voies et tel spectacle, on se demande, ont-elles déjà satisfait ces besoins dont j'évoquais tout à l'heure, pour pouvoir aller ainsi livrer leur nudité en spectacle, n'est-ce pas, dans les rues. Donc c'est vraiment étonnant. Je me demande si lui-même, le professeur Kamto, était au courant, n'est-ce pas, d'une telle initiative prise par ces dames. Je pense que formé tel qu'il est en tant que juriste, je ne pense pas qu'il aurait donné son accord pour une telle initiative. Donc ceux qui ont monté cette affaire doivent seulement, je pense qu'ils vont répondre de leurs actes devant la loi, parce que ce sont des actes qui sont répréhensibles par la loi. Donc il ne faut pas par la suite que ce soit ces femmes-là qui soient abandonnées entre les mains de la justice et que demain on les voit en train de pleurer sur les médias pour demander pardon aux Camerounais. Donc il faut véritablement que les Camerounais sachent où se trouvent leurs priorités. Les priorités, là, il ne s'agissait pas de mamans qui ont été recrutés et payés pour le faire. Il s'agit des groupes culturels. Dans le nord, il y a des groupes culturels, n'est-ce pas, qui ont des danses dans lesquelles il y a des passages comme ceux-là. Ce sont des groupes culturels. Ça n'avait rien à voir. Même au nord-ouest, je vous en prie, même à l'ouest, je vous en prie, vous avez parlé, c'est nous qui avons la parole. Même à l'ouest, et je veux dire au nord, il y a des groupes culturels où au cours de la danse, n'est-ce pas, les femmes se dénudent. Mais là maintenant, ce qui s'est passé là, il faudrait que ceux qui ont organisé ça nous disent justement quel est l'objectif visé, de déshabiller des mamans, de
habiller des grandes mères, n'est-ce pas, et de les balader nus dans les rues. Il faut qu'on nous dise quel est l'objectif visé. Si c'est un objectif qui vise tout simplement de faire parler ce parti politique, hein, de ce qu'on puisse parler de lui dans les médias, ou alors l'objectif, c'est de nous installer en permanence dans un pseudo-plan de résistance. Hein. Depuis 2018, s'il vous plaît, vous nous empêchez de parler. Vous, quand vous parlez, personne ne vous contredit. Quand vous parlez, personne ne vous contredit. Laissez-nous parler. Donc, si on ne peut pas, depuis 2018, n'est-ce pas, bloquer les Camerounais dans un plan de résistance qui n'a pas de valeur, qui n'a pas sa place, parce que, effectivement, celui qui engage et qui mobilise dans ce plan de résistance n'a pas gagné une élection au Cameroun. Il doit le comprendre. Et en plus de cela, ce sont les personnes du même système. C'est quelqu'un qui a servi le système pendant 8 ans. Donc les 38 ans, les 38 ans d'échec du régime Biya, il est comptable de moins 8 années. Donc il ne peut pas aujourd'hui venir prendre en otage le pays depuis 2018 dans un fumeux plan de résistance qui depuis bloque la vie des Camerounais. Donc les Camerounais, il y a des thèmes qui sont plus importants, l'éducation. Moi, j'aurais été d'accord avec ces dames-là, qu'elles manifestent pour améliorer les conditions d'éducation ou demander peut-être l'annulation du paiement des droits à l'université, les 50 000 injustes qui sont imposés aux étudiants. Voilà des thèmes. Et ces dames-là doivent certainement avoir des enfants qui sont à l'université. Demander peut-être que l'accouchement dans les hôpitaux, que l'accouchement soit gratuit dans les hôpitaux publics. Voilà les thèmes qui doivent mobiliser les Camerounais. Demander que l'électricité, le coût de l'électricité soit diminué au Cameroun. Donc on ne peut pas prendre en otage un pays autour d'un individu qui prétend avoir gagné une élection et qui maintient le pays dans un plan de résistance fumé depuis près de 2 ans. Donc voilà ce qui tout de même nous met mal à l'aise, et on se dit que les Camerounais ont le droit de manifester, les Camerounais ont le droit de revendiquer, mais revendiquant sur des choses et sur des thèmes qui véritablement entraînent un développement de notre pays, un développement de notre condition de vie. Voilà véritablement les véritables aspects. Et moi, ce qui s'est passé hier, tout simplement, c'est du folklore, c'est un petit entamant pour qu'on se souvienne qu'il y a peut-être une formation qui souhaite exister pendant les 5 années d'hibernation qu'elle-même a décidé de subir. Donc, ce n'est pas vraiment un événement particulier qui devrait susciter l'attention des Camerounais et les amener à se mobiliser pour des causes qui n'ont pas d'impact direct sur leur vie. Alors, une autre information qui a mobilisé et suscité l'attention de plusieurs Camerounais, c'est ces engins qui ont explosé du côté de Bonabéry. C'est à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Malheureusement, cet aspect des choses n'a pas eu le résultat escompté, puisque ces poseurs de bombes eux-mêmes ont été victimes de leurs propres engins. Les vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, pas des vidéos qui ont presque été virales, où on les voit s'exprimer sur la question, où près de deux sacs de poudre noire ont été réquisitionnés par les forces de police. Et je vais aborder ce sujet avec vous, M. Simon Mokete. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour, et puis merci pour l'invitation. Je salue tous les nombreux téléspectateurs de LTM Télévision, et puis je suis content d'être là. Je salue aussi tous les membres du panel de ce mouvement. Voilà, on parle donc de ces engins explosifs du côté de Bonabéry, à quelques jours seulement de la réunion qui s'est tenue en présence des gouverneurs des 10 régions du Cameroun pour renforcer la sécurité dans ces régions en ce moment des fêtes de fin d'année, mais surtout des élections régionales. Et le point qui est plus ouvert, justement, c'est ce prolongement de ces engins explosifs des régions du nord-sud-ouest vers le littoral, et Yaoundé qui a été victime à près de 3 fois d'engins explosifs qui ont causé plus de peur que de peine, notamment on a eu des blessés, mais cette fois-ci du côté de Douala. Comment analysez-vous, comment avez-vous analysé cet événement-là qui s'est déroulé du côté de Bonabéry? Je pense que c'est une situation qui est très inquiétante, parce que c'est dommage pour ce beau pays qui est le Cameroun, qui a toujours été ce pays qui a toujours fait rêver tout le monde, même ses voisins.
et qu'aujourd'hui on arrive à cette situation qui est quand même très embêtante. Je pense que ça appelle quand même de la vigilance, un peu de sérieux. C'est une situation du Nord-Ouest qui est très embêtante, qui encombre, qui embarrasse le Cameroun et qui touche sérieusement l'image de ce pays. Et ça nous interpelle sérieusement à regarder franchement comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à travailler tout ce travail qui est fait depuis très longtemps, mais que ce travail continue, qu'on accélère un peu et qu'on essaie vraiment de vite discuter et trouver une solution. Je pense que c'est quand même très inquiétant d'avoir des bombes, même si c'est artisanal, qui explosent comme ça dans la capitale économique. C'est très effrayant et ça crée une situation qui n'est jamais arrivée. Et que nous devons, chacun devait être vigilant, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une histoire de sécurité qui appartient aux forces de l'ordre ou à la gendarmerie. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit être vigilant, parce qu'au-delà de tout ce qui se passe dans le pays, je pense que chaque Camerounais doit tout faire pour que ce pays reste ensemble, pour que ce pays ne soit pas divisé. C'est aussi la mission première que nous avons en tant que citoyens de ce pays, et que quand il arrive des choses comme ça, nous devons être vigilants pour tout faire franchement pour dénoncer des actes pareils et ne pas encourager ce type d'action. Je pense qu'aujourd'hui c'est quand même c'est très préoccupant pour le Cameroun d'être dans cette situation aujourd'hui, parce que ça peut vite dégénérer. Donc je pense que la réunion est tout à fait logique au niveau de l'État. Il faut le prendre au sérieux, parce que les histoires pareilles, ça commence là, et puis on va entendre que ça a explosé à gauche ou à droite. Je pense que pour apaiser la situation, pour apaiser un peu cette peur qui peut commencer à être développée par des citoyens, je pense qu'il faut rapidement associer déjà les chefs de bloc, les chefs de quartier, pour pouvoir discuter avec les populations et vraiment rapprocher ce dialogue entre eux pour que les événements pareils ne puissent plus continuer. Je pense que c'est très préoccupant et il faut prendre au sérieux ce type d'événements. Moi j'ai beaucoup travaillé dans un pays comme le Mali, où on a vu les événements démarrer comme ça petit à petit, et puis après c'est devenu très compliqué à Tombouctou, un endroit que je connais très bien aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une vigilance certaine, mais il faut impliquer davantage ce qu'on n'a pas fait ailleurs. Il faut absolument impliquer les différents chefs de bloc, les différents chefs de quartier, pour complètement augmenter le volume au niveau de la sensibilisation de proximité et impliquer un peu plus la population de ces grandes villes, pour que chacun se rende compte de sa responsabilité en tant que citoyen pour protéger le pays, pour accompagner tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Cameroun. Donc c'est une situation qui est très délicate et que chacun doit se sentir. On ne peut pas dire que c'est une histoire de gouvernement et de socialistes. On ne peut pas être dans ce type de disposition. Je pense que chacun doit s'impliquer pour ainsi concerne la résolution de cette crise, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible. Alors on parle justement d'un environnement qui n'est plus serein. On a vu des engins exploser du côté de Yaoundé, la capitale, aujourd'hui à Douala. Par la force des choses, il n'y a pas eu de blessés. Au lendemain justement d'une réunion tenue avec les gouverneurs des 10 régions pour renforcer la sécurité, est-ce qu'on a parlé justement d'un communiqué qui a été rendu public faisant ce que les débits de boissons devaient surveiller ou dénoncer des sacs ou des colis suspects? Est-ce que ça se limite simplement à cette sensibilisation-là, ou il y a d'autres choses qui sont mises sur pied pour renforcer, mais surtout sécuriser et rassurer les populations? C'est des questions très 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 sensibles et dont la stratégie en réalité pour la résolution en matière de lutte contre le terrorisme ou bien l'insécurité ou le banditisme relève souvent des questions d'ordre stratégique très confidentielles. Parce qu'en fait, si le terroriste, le bandit ou le voleur, c'est que voilà la méthode, vous l'attendez là-bas, il n'ira pas là-bas, il va, voilà. Bon, je peux aussi vous rassurer que le cadre resserré, la preuve en est qu'il y a eu des attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001 aux États-Unis, mais ça ne voulait pas dire que les États-Unis ne représentent pas un pays serein. On parle d'une situation qui implique des Camerounais, parce que les engins sont déposés par des personnes qui viennent des régions anglophones, donc forcément un prolongement de la crise anglophone, et on s'achemine déjà une sorte de crise qui était des revendications corporatistes. Aujourd'hui, une situation améliorée des populations des régions du Nord-Ouest se développe déjà en terrorisme. Il est lieu quand même de s'inquiéter, mais de rassurer les populations. C'est vers ce plan de choses qu'on est en train de s'acheminer. La France aussi a connu également les attentats de Bataclan. Il y a eu dernièrement l'attentat de Nice et tout, mais la situation est toujours sereine. Je peux voir, je suis ici en train de vouloir dire que
lorsque vous voyez un attentat terroriste, qui est souvent même parfois très spectaculaire et dont nous nous indignons et nous sommes souvent très outrés parce que c'est la perte en vie humaine, parfois même aussi des pertes en matériel, des biens des personnes. C'est parfois un cas sur 10 000. Hein. Donc c'est-à-dire tout le reste, 9 999 sont parfois déjoués par les forces de renseignement, par les forces de défense, par les forces de maintien de l'ordre. Mais nous ne pouvons pas savoir, et j'ai salué la sortie du gouverneur de la région du littoral en marge de cette conférence de gouverneurs présidée par le MINAT, qui a donné une interview, qui a été interviewé par le Poste national, et où il a dit que si les forces de renseignement et de maintien de l'ordre commencent tout le temps à dire ce qui vient d'être fait, on passerait des journées entières uniquement à écouter les éléments de bravoure de ces agents de renseignement. Donc nous saluons ici parce que je peux vous dire que une ville de 3 millions d'habitants comme celle de Douala, et où nous retrouvons que les bandes armées ou bien de terrorisme ou de banditisme, c'est parfois comme des cas isolés, tels que nous avons connu en un week-end, le cas des microbes, et qui a été résolu le temps d'un week-end, toujours également. Ça montre également que les autorités administratives, le gouvernement, les forces de maintien de l'ordre et de renseignement sont bel et bien à l'œuvre, à pied d'œuvre. Mais on ne cessera de le dire. On ne peut pas parler de sécurité totale sans collaboration franche et sincère de la population. Parce qu'en réalité, c'est nous, d'abord, les premiers agents de renseignement dans un pays. Tout citoyen dans un pays est un agent de renseignement. Parce que lorsque vous voyez un mouvement suspect, un voisin qui, du jour au lendemain, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il fait là, mais vous voyez comment il a des agissements, prévenez les forces de maintien de l'ordre. Et à partir de ce moment, peut-être que c'est 1000 vies que vous êtes en train de sauver. On ne cessera de le dire. Lorsque vous voyez quelqu'un portant des sacs ou bien des éléments suspects, mais appelez les forces de maintien de l'ordre pour qu'ils ne puissent être interpellés. Vaut bien mieux que nous puissions procéder à des interpellations préventives, même si ça n'a rien donné, mais entre-temps, ça va continuer à déjouer et à permettre à ce que les uns et les autres ne pourront pas atteindre leurs objectifs. Donc le terrorisme est une guerre asymétrique, où ce n'est que de par c'est par l'élément de surprise où ça ne peut que fonctionner. Parce que tant que ce n'est pas par l'effet de surprise, les forces de maintien de l'ordre et de défense sont souvent les mieux outillées. Alors, pour pouvoir donc anticiper sur cet effet de surprise, c'est le renseignement. Et le renseignement, c'est quoi? Nous, la population, 2, les agents de renseignement que nous devons continuer à couvrir. Parce que lorsque vous avez un agent de renseignement et que vous avez eu à dévoiler sa nature et sa qualité, terminé. Il est déjà à découvert, il ne peut plus continuer à travailler. Donc continuons à les protéger. Les stratégies en termes de prévention, de lutte antiterrorisme, ceux qui sont les plus efficaces ne se parlent pas sur les plateaux de télé ou de radio. Parce qu'en réalité, il faut continuer à surprendre le terrorisme ou le bandit. Mais continuons à soutenir l'action gouvernementale et à être des premiers agents de renseignement. Et je pense que par là, nous allons avoir une victoire et un état de sécurité à taux zéro de risque n'existe pas. On se rapproche tout simplement du risque zéro, mais on en est, c'est un idéal tout simplement.
Alors, Viviane Pouy, un idéal, mais sauf que depuis près d'un mois, déjà on enregistre de nombreux cas d'insécurité dans la ville de Douala liés au terrorisme. On se rappelle déjà il y a quelques semaines de ces écoles qui ont été attaquées grâce à la réaction des autorités sécuritaires sous le commandement du commandant Méfiré, à qui on dit on mange ce plateau, a réussi à démanteler cela. Aujourd'hui, on parle justement de ces engins explosifs. Jean-Claude Yuft parle justement des dispositions prises par le gouvernement camerounais, mais parle aussi de la réaction, interpelle la réaction des populations qui doivent travailler en étroite collaboration avec les forces de sécurité. Oui, avant de répondre à votre question, je me sens obligé de rebondir sur les propos de mon companéliste militant du SDF qui justement faisait des honneurs à nos mamans qui ont mis leur dignité à contribution pour exprimer leur ras-le-bol. Pour simplement rappeler que le SDF dont il se réclame être militant est un parti qui est de mon fief en termes de département d'origine. Je suis de la région du Nord-Ouest et je vais vous dire que cette pratique de nudité des mamans et des femmes est effectivement dans nos us et coutumes. C'est-à-dire que les mamans ont des situations, et c'est beaucoup plus d'une forte propension dans ma région d'origine, comme je disais tout à l'heure, dans le Nord-Ouest, où chaque fois qu'il y a des situations qui peuvent perdurer et qui peuvent finalement mettre mal à l'aise, je veux dire, le quotidien, on a vu nos mamans, généralement appelées les takemoun. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que c'est culturel. Sorti, justement, elles ne sont pas payées pour exprimer. Mais elles ont certainement recruté, elles ont été recrutées pour la cause et rémunérées. C'est différent, c'est que vous dites quoi? C'est culturel, c'est une association culturelle. Pour donner le nom de l'association culturelle. Ce qui est organisé à Yaoundé, c'est un recrutement de femmes. J'étais de dire donc et qui ont été rémunérées comme le faire du SDF, qui est ma région d'origine. Mais est-ce que c'est ça mon volonté? Est-ce que ces femmes sont je vous relance avant, puisqu'on est vous avez ramené sur un sujet. Bien peut-être que ces femmes ont été recrutées, elles faisaient un travail bien payé. Voyez-vous, je suis surpris que je l'entende sur ce plateau et surtout venant d'un militant du SDF parce que sortir de telles déclarations pèse quand même d'un certain nombre d'informations et je me pose la question, est-ce que le militant du SDF est sûr des informations qu'il soutient? Alors je ne vais pas faire un débat là-dessus parce qu'il n'en connaît rien, il n'en sait rien. Alors j'étais en train de dire que dans le Nord-Ouest, nous avons des pratiques de cette nature où les mamans sortent nues. Vous dites bien pratique culturelle. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Yaoundé, qui a été recrutement de femmes pour venir poser un acte politique. Et la majorité, et ces femmes-là sont gentilles nues. Et effectivement, elles ont porté un message. Alors je reviens donc sur votre question pour parler de la sécuritaire. Pour dire que je suis quand même un peu tellement gêné, parce que effectivement, comme mon copanéliste le plus proche le disait, personne n'a intérêt que le Cameroun s'embrasse ou se retrouve dans une situation de désordre absolu. Cela dit, la sécurité est un appel, une interpellation du citoyen qui se réclame être citoyen de cette République. Nous vivons ici et là certains faits sociaux que nous dénonçons. Dernièrement, et je suis d'accord avec mon panéliste du RDPC, M. Yout, nous avons vu monter en puissance d'un certain groupe appelé Micro, qui était considéré des jeunes qui sévissaient dans la ville et qui s'émet un certain nombre de panique. Du coup, on a vu de la rapidité avec laquelle nos officiers, nos policiers, nos hommes en tenue se sont saisis de l'affaire et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup d'affirmation que cela a été éradiqué et de la plus belle des façons. Mais sauf que là où je ne serais peut-être pas totalement d'accord, je vais rebondir, c'est simplement pour dire que la sécurité commence par une justice, une bonne justice. Parce que, en fait, dans une société où la justice est mal prise, ou du moins la justice est mal rendue, voyez-vous, ça crée ce qu'on appelle des frustrations et ça ternit, ou du moins ça diminue le degré de patriotisme que les Camerounais peuvent justement. Le rapport avec la justice camerounaise et le fait de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre. La justice est le levier par lequel
la sécurité trouve son droit d'existence. Quand je fais mention de la justice ici, c'est simplement pour rappeler que une société frustrée, du moins qui a du mal avec sa justice, commence à se désolidariser, c'est de ça dont il est question, à se désolidariser des actions régaliennes, c'est-à-dire participer justement aux mesures de sécurité, dénoncer. On a souvent eu des cas où, par exemple, on peut arrêter un gang de bandits, on les met en prison, et puis quelques mois plus tard, on retrouve ces mêmes bandits dehors, qui continuent à poser les mêmes actes. Donc, à ce niveau-là, vous voyez que la justice qui devait en réalité être une justice rendue au peuple camerounais pour limiter un certain nombre d'égarements et contenir l'esprit patriotique, parce que c'est ça les questions. Pour qu'un citoyen se sente concerné à fournir du renseignement, à travailler en pleine collaboration avec ceux en charge de l'ordre, il faudrait que ce citoyen se rende compte à l'évidence que la justice menée par son pays est une justice équitable. Au cas contraire, ce citoyen va se démarquer, du moins va s'éloigner davantage à jouer son rôle pour effectivement apporter ce soutien. Donc à ce niveau, on peut dire que nous sommes tous interpellés en tant que citoyens à contribuer à ce que le pays soit autrement sécurisé. Mais il est aussi bien de noter que nos aspirations, nos revendications doivent être tenues en compte. Parce que lorsque ces revendications ne sont pas tenues en compte, il va de soi qu'il y aura une scission au sein de la société. D'aucuns penseront que pourquoi vais-je contribuer à ce que les forces de maintien de l'ordre puissent effectivement traquer ceux qui veulent causer le désordre. Est-ce que ceux qui veulent causer le désordre là, en réalité, ne sont pas en train de... Je ne sais pas quoi, je prends par exemple le cas de ce qui se passe dans le nord-ouest, aujourd'hui le nord et le sud-ouest. Nous savons qu'il y a bien des familles dans la population qui sont au courant qu'effectivement il y a tel groupe qui sévit dans telle zone. Mais ils ont du mal à se rapprocher des officiers, peut-être parce que ils estiment que la cause que cela défend, c'est leur cause à eux. Parce que le gouvernement, dans sa justice, n'a pas établi un meilleur rapport pour que le citoyen se sente assez interpellé des questions purement nationales. C'est pour ça que je dis à ce niveau, moi, de mon point de vue, tout dépend de la qualité de la justice que nous avons dans un pays. Une bonne qualité de justice garantit une meilleure sécurité pour une république. Mathieu Rambouillet, sur la question de la sécurité grandissant, l'arrivée des gouverneurs, le renforcement de la sécurité pour cette fête de fin d'année, mais surtout les régionales, les élections régionales qui sont annoncées pour le 6 décembre, dont la campagne a commencé ce samedi. Je constate que nous sommes en train beaucoup plus de commenter les faits sans véritablement les analyser, c'est-à-dire sans véritablement comprendre quelles sont les causes. Pourquoi est-ce que on sait dans les zones au nord, il y a beaucoup Haram qui sévit, n'est-ce pas? À l'est, il y a les rebelles centrafricains qui sévissent dans la zone. Au nord et au sud-ouest, on connaît les sécessionnistes qui sont en train de combattre l'armée nationale dans ces zones-là. Et pourquoi subitement est-ce qu'il y a des bombes qui entrent à Douala, Yaoundé? Pourquoi? Les sécessionnistes veulent-ils exporter le conflit du nord au sud-ouest pour Douala et Yaoundé et en faire maintenant une guerre nationale? Ont-ils abandonné le pouvoir sécessionniste? Il faut qu'on se pose dans les vraies questions. Donc, ce sont ces questions-là qu'on ne veut pas poser, qui véritablement doivent susciter notre intérêt. Donc, il faut comprendre que, pour ma part, je pense qu'il y a une sorte de conjugaison, n'est-ce pas, de force entre les mouvements sécessionnistes et certains groupuscules paramilitaires qui sont proches d'un parti politique au Cameroun. Laissez-moi continuer dans mon expression. Donc il y a des groupuscules paramilitaires, n'est-ce pas, qui sont proches ou alors qui revendiquent une proximité avec un parti politique
légalisé au Cameroun, qui depuis 2018 a un plan de résistance nationale qu'il essaie de vouloir imposer. Donc ces groupuscules-là ont toujours revendiqué une proximité. Je ne dis pas que c'est ce parti politique qui revendique une proximité. Je dis que ces groupuscules revendiquent une proximité et posent des actes politiques en faveur de ce parti politique-là. On sait que lorsque les ambassades camerounaises ont été détruites, n'est-ce pas, en France, en Allemagne et dans d'autres pays, c'est l'effigie d'un leader de ce parti politique qui a été utilisé pour remplacer du président de la République. Je vous en prie, ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Je veux donc dire ceci, ce sont ces véritables analyses qu'il faut faire. Hein? Il ne faut pas commenter que bon, il y a des jeunes gens qui sont fait exposer à Bonabéry, mais c'est de demander pourquoi c'est à Douala maintenant qu'on vit des explosions et à Yaoundé. Pourquoi? Les ambassadeurs ont-ils abandonné le projet socialiste qui est de diviser le Cameroun et de créer un État dans leur parti, la partie qu'ils revendiquent, pour maintenant faire une guerre de devient nationale? Donc, quand on ne répond pas à cette question-là, on ne va pas trouver les véritables réponses. Voilà pourquoi le gouvernement devait nous donner des réponses à ces questions-là et que les Camerounais comprennent quels sont les véritables enjeux actuellement. Et tant qu'on n'a pas trouvé des réponses et qu'on est toujours dans le flou, on va se retrouver dans les situations que nous sommes en train de vivre actuellement, et pour nous c'est déplorable. Il faut véritablement que l'État prenne ses responsabilités, et nous disons que nous, au SDF, nous n'avons pas l'intention de diriger un pays divisé. Nous n'avons pas l'intention de diviser un pays à moitié. Nous voulons diriger le Cameroun, et le Cameroun dans son entièreté et dans sa globalité. Donc nous condamnons et nous dénonçons tous les projets sécessionnistes, et nous dénonçons et nous condamnons même ceux qui sont dans la zone francophone qui vont s'allier à ces sécessionnistes-là pour diviser le pays ou alors pour prendre le pouvoir à Yaoundé. Parce que nous pensons, et nous l'avons toujours dit, que nous arrivons au pouvoir par les urnes. Et c'est la voie des urnes que nous visons. Et nous mettons la pression sur le gouvernement afin que des cadres, n'est-ce pas, propices soient mis sur pied et qu'il y ait possibilité d'évolution du pouvoir par les urnes. Nous continuons à mettre la pression sur cela pour obtenir un code électoral consensuel, pour obtenir la possibilité d'avoir une alternance pacifique au pays, ici au Cameroun, sans forcément recourir par les armes. Alors, Jean-Claude, il faut sortir sur la question. Mathieu Guillaume lève des interrogations qui suscitent vraiment notre attention, parlant justement d'une guerre sécessionniste qui commence à être une nationalité. Ce qui me pousse à vous poser la question où on a le projet de sécurité routière pour la fouille systématique des passagers des bus de transport, quand on sait qu'on a retrouvé en possession de ces poseurs de bombes 2 sacs de poudre. Comment ont-ils pu être acheminés à Douala et même à Yaoundé, puisqu'on a parlé des explosifs, des engins explosifs du côté-là? Il faudrait que nous rassurons sur un certain nombre de choses. Hein. Même lorsque ça vous paraît distrait, c'est très efficace. Les fouilles sont certes ciblées, mais qui reposent sur un certain nombre d'éléments factuels de renseignement. Je peux vous dire que quand vous êtes très dangereux, vous ne traversez pas Misselele avant d'arriver ici à Douala. Vous restez là-bas. Bon, mais je salue la position de M. Mathurin Biol. M. Mathurin Biol, je souhaite de tout cœur que la frange extrémiste du SDF incarnée par l'honorable Nietzsche et M. Jean-Robert Wachfo du Chador Communication et tout, puisse vous entendre et être aussi de cette position républicaine. Mais nous savons et nous sommes convaincus que le chairman incarne la position républicaine et que le SDF est un parti républicain. Nonobstant le fait qu'il existe véritablement cette frange qui est très proche d'un autre parti. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez là, mais okay. Je sais que le SDF a la position qui sont officielle. Hein? Donc le SDF a la position officielle, le SDF s'exprime par le mec, le SDF s'exprime par le président.
Et quand le président n'est pas là, le RDS s'exprime par le vice-président. Donc tout militant peut avoir une opinion sur un sujet. Ça ne veut pas dire que le parti est divisé. Monsieur Mathieu, nous parlons de la même chose, mais seulement nous savons qu'il y a trop de sorties du député honorable Nietzsche a dit. Bon, mais vivement que ce soit fait. Je voulais dire à monsieur Dilian Quinn du MRC ici que il a fait un raisonnement à l'inverse en ce qui concerne les attentes d'une population en matière d'ordre sécuritaire. Je vous dis, monsieur Dilian Quinn, en matière d'ordre sécuritaire, le citoyen ne se pose pas d'abord la question de savoir qu'est-ce que mon pays m'a donné. La question d'abord commence dans le cadre d'un pays, d'une nation, d'une patrie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Ça commence par là. Parce qu'en réalité, au moment où vous naissez dans un pays, vous devez déjà tout faire pour que vous puissiez préserver et l'intégrité de ce pays, et la paix et la stabilité. Parce qu'en réalité, tout ce que vous allez vouloir vous mouvoir, tant sur le plan de prospérité et tout, ça ne peut pas avoir de sens si votre pays n'est pas un pays stable de paix. C'est de ça dont il est question. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Et lorsque j'ai dit de manière succincte et simple que tous les citoyens d'un pays sont des agents de renseignement d'abord, parce qu'en réalité, c'est quand nous nous surveillons, c'est quand lorsque nous veillons à ce que la sécurité et la paix puissent être préservées, qu'on peut dire que nous sommes dans un pays de paix. On ne peut pas avoir un policier ou un gendarme derrière tout citoyen dans un pays. Même aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc, c'est pour vous dire que le renseignement est efficace. Malgré les moyens qu'on peut y allouer, ça ne peut pas porter fruit s'il n'y a pas une franche collaboration sincère de la population. Et quand vous dites que c'est un problème de justice, non. Je vous dis que le renseignement, d'abord en matière préventive, on est très loin en ce qui concerne d'abord la justice. Et je vous rappelle que lorsque on parle même de justice, il y a des populations qui ont souvent arrêté même des bandits et qui, lorsque on veut faire appliquer la loi, trouvent que la loi est très souple. Non, trouvent que la loi est souple, mais ça dit que la loi c'est la loi, elle est dure, c'est la loi. Mais on fait d'abord en fait. Non, c'est pour vous dire que. Non, c'est pas qu'elle n'a pas confiance, c'est pour vous dire que la justice est là, la loi est là, mais c'est nous d'abord qui devons veiller sur notre pays. C'est nous qui devons veiller sur la sécurité et la paix de notre pays. C'est de ça dont il s'agit. Et nous sommes souvent très outrés lorsqu'on constate que votre parti, au lieu de condamner fermement d'abord toute forme de déstabilisation de notre nation, toute forme de division ou de sécession de notre pays, vous êtes toujours en train de vouloir trouver des subterfuges pour pouvoir légitimer une action. Je vous prends un exemple simple par exemple. Lorsque nous avons connu le massacre de nos enfants de Kumba, on n'a pas besoin de savoir si on est dans un pays de justice ou d'injustice, on doit d'abord condamner fermement. Vous avez condamné en prêtant le droit. On doit d'abord condamner. Et on doit dire que ceci ne doit plus jamais nous arriver. C'est de ça dont il est question. Gabon a été également condamné. La preuve en est que... Oui, tout le monde a condamné Gabon, le massacre de Gabon. La preuve en est qu'une enquête indépendante a été diligentée par, sur très haute instruction du président de la République et les mises en cause ont été lourdement sanctionnées. C'est de ça dont il s'agit et c'est ça la justice. Donc, c'est pour revenir à ce climat et à cette situation, c'est juste pour dire que nous avons besoin, de protéger notre stratégie de renseignement. Nous avons besoin de collaborer activement. Nous avons besoin de ne pas diviser les Camerounais ou de les opposer entre eux. Parce que ici, M. Mathieu Biol, ce n'est plus une revendication sécessionniste dont il s'agit aujourd'hui. Nous sommes ici face à une montée juste du banditisme de grand chemin et de très haute criminalité. C'est tout. Parce qu'en réalité, la revendication sécessionniste, vous avez raison, devait bel et bien être dans l'autre sens. Mais vous voyez le sens migratoire des déplacés internes. Ça montre que les Camerounais, entre eux, ils sont ensemble. Ils sont fiers d'être ensemble. Ils n'ont pas de problème. L'explosion d'une bombe politique, d'une bombe dans un endroit, c'est un acte politique. C'est-à-dire qu'on sème la mort
gratuitement pour susciter de l'émoi et pour marquer, n'est-ce pas, la population. C'est un acte politique, c'est pas du simple banditisme. C'est pas forcément un acte, parce que pour parler d'un acte politique, parce qu'on ne braque pas avec les bombes. Non, je dis que pour pouvoir lier cela à un acte politique, il faudrait qu'une formation politique en fasse une revendication politique. Non, je vais poser, il n'y a pas de revendication. Il faut donc comprendre qui sont ceux qui sont derrière. C'est un acte, il faut comprendre qui sont derrière cet acte-là. Monsieur Mathieu Ambial, nous parlons de la même chose, mais nous disons différemment certaines choses. Je vous dis que, comme beaucoup pour parler d'un acte politique, il faut que la revendication d'un acte terroriste soit portée par une formation politique qui en fait une revendication et dit que moi, ce parti, voici ce que je viens de poser comme acte parce que je ne suis pas d'accord avec les institutions qui sont mises en place. Mais pour l'instant, toutes les tentatives ou bien les pseudo-attentats ou bien les bombes artisanales, parce qu'il faut aussi le dire, elles sont encore au niveau des bombes artisanales et nos forces de défense et de renseignement travaillent activement pour démanteler tous ces circuits. Non pas faire l'objet de revendications formelles d'une formation politique. Donc, conclusion, nous ne pouvons pas tout de suite les lier d'abord à une revendication politique, mais nous lions cela à une revendication terroriste et de type de banditisme de cache-chemin. Et qu'il faut maintenant sévir avec la plus grande fermeté possible. Voilà, c'est de ça le message. On va rapidement lire le message et prendre le troisième sujet de cette émission. Rai est un citoyen comme tout le reste et devrait assumer ses actes, surtout lorsqu'il prend le risque de défier les institutions de la République. Dommage pour cette partie du pays qui prend la dépravation des mœurs. À mon Dieu, Dieu veut gérer le Cameroun. Bonjour le panel, bonjour les fans de TMTV. Je pense que la question du changement concerne tous les Camerounais. Je ne comprends pas pourquoi le MRC et les ressortissants de certaines régions du Cameroun veulent se sentir plus concernés de ce changement. Monsieur Kamto doit cesser. Le message n'a pas été signé. Bonjour à vous sur le plateau. En tribal, autrement dit, Tontine, Saïd Habib, Sam de Matepin nous envoie le message. Tout comme citoyen, tout comme le reste, devrait assumer aussi ses actes et surtout prendre le risque de défier tout acte terroriste. Le message n'a pas été signé. Un autre message, on va rapidement le lire. Bonjour le panel, bonjour les fans de MTM. Je pense que la question de changement concerne tous les Camerounais. Le message est venu plusieurs fois. Il faudrait préciser que ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran, juste pour les SMS, vous ne pouvez pas appeler. Aujourd'hui, fait exactement 2 mois que le président Maurice Kamto est justement à résidence surveillée. Je demande donc aussi aux représentants du RDPC sur le plateau d'apprendre à dire la vérité. Il doit savoir que les menteurs iront en enfer. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10. C'est M. Mba qui nous envoie le message. Bonjour le panel, très intéressant, surtout le monsieur du SIF, très lucide et pertinent en dehors du rapprochement que ces groupes font avec le MRC. Justifier le terrorisme est une aberration. Alain et Bois nous envoient le message. Alors bonjour à vous sur le plateau. Je ne suis membre d'aucun parti politique, mais que monsieur Jean-Paul et le monsieur en rose, monsieur Biol, Mathurin Biol du SDF, fassent l'effort d'être cohérents et d'harmoniser ce qu'ils disent et la réalité. Il faut à un moment laisser les arguments des ventres affamés et parler des vrais problèmes du Cameroun. Maurice Kamto a été coopté pour servir l'État du Camer pour un but précis. Ludovic Chris signe le message. Salut la télévision, il y a tellement de messages, on va rapidement les lire. Salut la télévision. La télévision, la crise anglophone est un cas qui devrait être tué à la base. Ces gens sont déterminés dans leur but, ce qui veut dire que les sujets en question doivent déjà être traqués et punis avec des méthodes autant jadis. Nous sommes fatigués des débats toute la journée, passés aux actes. Nature, il faut agir maintenant, rigoureusement. C'est l'artiste Donbi Douala, quartier Boko Village, qui nous envoie le message. Bonjour le plateau, s'il vous plaît. Le MRC prend le pouvoir. Va-t-il dépénaliser le nudisme? Ce geste montre la moralité et le passé de ces moments. Aline Bastos a envoyé le message. Un dernier message et puis on va prendre la suite.
rapidement. Bonjour le panel, très belle émission. Laissez-nous avec les débats politiques, le MRC doit nous laisser comme ça. Vous nous avez trompé durant des années. Vous n'êtes pas allé aux élections, que le pouvoir prenne les choses en main. Il n'y a pas de parti d'opposition au Cameroun. Il n'y a qu'un seul parti qui continue de faire comme avant. Nous sommes fatigués. Aller jusqu'à 50 ans, on en a. Je vais parler de la suite du message. Rapidement donc, on va prendre le troisième sujet de cette émission. Il s'agit du sport. Et je vais commencer par les personnes qui sont venues spécialement pour ce sujet-là ce matin. Alors, je commence par vous, Monsieur Serge Kwam. Alors, il y a une situation qui perdure depuis plusieurs semaines déjà. D'autres ont décidé de l'appeler le bras de fer. FECAFOOT, Ligue professionnelle de football. On a vu la Ligue qui a fait appel voilà. À la suite, on a une réunion avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassisma. Un organisé par la Fédération camerounaise de football, l'autre par la Ligue, jusqu'à l'ordonnance du TAS qui est FIFA. Mais est-ce qu'une correspondance peut être au-dessus d'une sanction, d'une décision de justice? Pour répondre aux événements, vous voyez bien qu'il y a tout un ensemble de choses qu'il faille bien éclairer pour ceux qui nous suivent. La LFPC, déjà, que vous appelez Ligue, c'est une émanation de la fédération. Si nous nous fions aux lois qui régissent l'activité physique et sportive chez nous, la Ligue, c'est un amendement de la fédération. Donc c'est la FECAFOOT qui a reçu l'agrément de l'État pour gérer le football au Cameroun. Donc a trouvé une nébuleuse. Une nébuleuse qui s'agissait de quoi? Il y avait une confrontation réelle au sein de la LFPC elle-même. Et c'est elle qui continue aujourd'hui, mais sauf que les gens préfèrent l'appeler conflit LFPC-FECAFOOT, qui est là, qui a été en déphasage avec son conseil d'administration dans un premier temps. Et le même président en déphasage, ou ce que la FECAFOOT a mis en place en 2019, vous verrez bien que c'est le conseil d'administration de la LFPC qui fait tout. Mais il y a un rebondissement dans cette affaire qui est allé plus loin que ce qu'on pensait. Le 29 octobre, nous savons tous que la loi qui régit l'activité physique sportive encore au Cameroun donne le droit, en son article 46, petit g, alinéa 2, à la FECAFOOT. C'est elle finalement qu'on épingle, et la FIFA qui est sa tutelle a pris une position qui n'était pas d'aller à l'encontre de la décision. Et nous savons tous que depuis le 18 novembre dernier, il y a eu un courrier du secrétaire général de la présidence de la République qui instruisait le secrétaire général de la primature d'interpeller tous les protagonistes de notre football dans le but de mettre cette affaire au clair et mettre la lumière. Seulement ça reste une affaire du service public. Donc vraiment c'est la situation telle qu'elle est et maintenant on peut chacun par rapport aux questions ou compréhensions qu'on peut en faire en débattre. Alors Serge, comme vous avez qui dépend de la Fédération camerounaise de football, aujourd'hui on parle là, comment comprendre cela alors que certaines sources indiquent que la fédération s'en tient à la correspondance de la FIFA et annonce même qu'elle ira jusqu'au niveau du tribunal. La justice et les sentences de la justice, il faut dire que c'est la saison dernière, il y a un an, où la fédération, puisque la fédération est l'organe qui gère le football au Cameroun, c'est-à-dire que vous avez des organes internes, vous mettez en place des statuts et des règlements qui vous lient avec ces organes et qu'il faut les respecter absolument. C'est dans ce sens-là que la Ligue, la LFPC, parce qu'on personnalise sur la LFPC a été dissoute par la fédération il y a pratiquement un an et que la fédération a décidé de s'occuper du football parce qu'elle n'était pas satisfaite de la façon dont la LFPC gérait le football. Mais sauf que quand aller jusqu'au bout, il faut bien expliquer pour le là-bas, le commissaire le gars dit vous rentrez à la fédération. Une fois que la LFPC a gagné au niveau du CCA, la fédération n'était pas contente de la faire au TAS. La Ligue. C'était pour que je sois clair, c'est la Ligue. Non, qui Non. La CCA, la LFPC. Mais la fédération est allée au TAS. Et au TAS, la LFPC a gagné au TAS et il fallait remettre dans la sanction à cette sanction qu'elle a prise. Vous voyez bien, normalement, dès le 18 de l'année dernière. Donc, mais sauf que l'État les a réunis, la fédération l'année dernière, ce que la LFPC a fait. Donc, mais sauf que depuis là, on voit qu'il y a des difficultés de mise en place. Aujourd'hui, le secrétaire. Oui, je comprends. Mais la justice a donné raison, comme la LFPC, une fois de plus, pour demander qu'il faut absolument que ces sentences soient appliquées. C'est un État qui, avec l'État, donnait le pouvoir à tout, sur tout l'étendue du territoire national, qu'il faut absolument que ces sentences soient appliquées. Et il n'y a que la LFPC qui doit essayer de sortir de cette situation de justice. Même si la LFPC a gagné aujourd'hui, il faut quand même que chacun mette un peu de vin, un peu dans son vin, qu'on essaie de progresser parce que ça perturbe le football sérieusement. Les actions pour la compétition du champ qui va arriver dans la LFPC, je pense qu'aujourd'hui, si on continue dans ce sens-là, ça veut dire que le championnat sera bloqué complètement
mais en même temps, avec ce qui est sorti, de la fédération, parce que tous les propos sont clairs, et tout à l'heure avec les panélistes. Aujourd'hui, que réclame la fédération? Elle a géré la transition, la normalisation pendant une période où la justice revenir dans le sport. Voilà, il faut qu'on explique bien pour que les autres panélistes comprennent, peut-être pour ceux qui ne sont pas assez édifiés. Qu'est-ce qui bloque? Ce n'est pas la fédération qui bloque à spécifier comment on va la rétablir dans ses droits. Ce qui se passe malheureusement, c'est qu'après l'avoir rétabli dans ses droits, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que logiquement, le champion du Cameroun actuel, qui est Pidaï Bamenda, est considéré comme étant même relégué en Ligue 2. Parce que dans ces championnats-là, il devait être relégué. La centrale de New Star vient encore compliquer la situation, parce que ça dit que New Star qui était relégué ne descend pas. Par conséquent, la sentence qui est venue dit qu'on a passé une saison à jouer pour rien. C'est ce que la sentence du TAS en fait dit. Seulement dans l'application de cette base, considérer que le chef de bon ton cas à la sortie du ministère des Sports, que les partis que sont la LFPC et la fédération, qui sont des conflits internes avant. Les conflits internes venaient du fait que le conseil de la LFPC ne peut pas descendre au niveau du TAS. C'est-à-dire c'est appuyé sur le fait que le conseil en question a pris une décision par rapport au conseil pour délibérer et faire que son club soit relégué. Au niveau de la fédération, commission de recours, il a eu raison, mais sauf que la fédération a rendu, il a pris un membre de la LFPC qui est venu témoigner en faveur du conseil d'administration dont est victime Moustar, n'avait pas été, il n'y a pas eu un rapport, mais à la base, il y avait un problème dans le règlement. Ça voulait dire quoi? Que les gens, pour les autres clubs qui sont frondeurs, c'est que vous avez entré dans un antagonisme entre eux. Qui doit faire l'arbitrage? C'est la fédération. Et c'est dans cette logique que la fédération a appelé le président de la LFPC, lui dit, à lever le verrou. Pour faire l'économie de procédure, dans les textes de la LFPC, il est prévu que le secrétaire général doit être, toi, ce que tu as comme mission, dans les 30 jours, comme ton conseil d'administration peut fonctionner pleinement. Parce qu'entre autres, il faut que vous sachiez que la convention qu'il est la LFPC et la FECAFOOT pour le champ, c'est que le président de la Ligue lui demande parce qu'il n'y a rien qui soit formel. Et qui est grave, c'est que le président de la Ligue, quand il sort de là, il dit qu'il sort, ça c'est un pan. Mais à côté, il y a maintenant ceux qui veulent tempester. Mais je vous dis, quand on les a entendus à la DPJ, il s'est avéré que l'autorisation de preuve, c'est que même dans l'entretien qui se fait, qui date du 14 septembre, qui a établissé la Ligue dans ses droits, et le déroulement des compétitions qui a fait qu'entre eux-mêmes, entre-temps, les propres membres de la LFPC se soient disloqués. Ils ont eu une frange qui a prononcé la dissolution. Comment donc faire? Voilà la nébuleuse en fait. Voilà le rôle de l'État. On a vu le secrétaire général de la primature organiser une réunion, tripartite, on attend les résolutions. Les résolutions sont tombées, quelques-unes, mais on attend aussi la réaction du président. Les conclusions, mais on attend justement le mot, l'accord du président de la République. C'est comme ça qu'il faut le dire. Sauf qu'au lendemain justement de cette réunion, chamboulement, renversement, le TAS encore, sur une décision d'ordonnance. Saisit le TAS pour le dire, depuis qu'on a la décision là, apparemment on nous empêche parce qu'il y a un comité exécutif qui nous a encore enlevé les compétences. Seulement quand vous regardez bien le courrier, parce que la FECAFOOT a fait une sortie, pas plus tard qu'hier, c'est hier qu'elle est informée qu'il y a la mesure prévisionnelle parce que justement dans la procédure, d'après ce que la FECAFOOT dit, on va voir que dans la note du TAS, le contact mis pour la FECAFOOT, c'est leur contact, un contact qui est sur le site. En réalité, nous savons tous pour ceux qui sont déjà affaires aux hommes politiques ici, lorsque vous avez une procédure avec quelqu'un, évidemment on saisit votre conseil. Vous allez voir que dans le cas de la LFPC, c'est l'autre la FECAFOOT prétend, peut-être pas à tort, que ça a été fait pour pouvoir demander les mesures prévisionnelles, on vous donne les mesures super provisionnelles. Je crois qu'il faut bien que les spécialistes les études. Voilà. Et dans le cadre du fonctionnement du football, il faudrait que nous implantons le décor d'Afrique des Nations. Notre équipe doit avoir des joueurs compétitifs et qui sont issus pour la plupart de nos championnats, donc de notre champ. Au départ, avait constaté qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements dans l'organisation des championnats et avait instruit aux différentes fédérations qui sont membres, qui sont des associations membres par une instance indépendante. Mais aujourd'hui, on entend des gens nous dire la première chose, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose très simple, c'est qu'on n'est pas ici en train de quereller deux championnats organisés. Il y a un seul championnat dont on parle de la reprise. C'est celui qui est organisé par la Ligue de football professionnel. Parce que le seul championnat qui a eu connu une première journée et dont on peut commencer sur le plan juridique à quereller ou pas,
c'est le championnat organisé par la Ligue de football professionnel. Maintenant, non, il faut qu'on implante le décor. Allez-y. Alors, dès qu'on a donc implanté tout ceci, et que les uns et les autres entrent dans la cacophonie juridique, toutes les associations membres de la FIFA se sont engagées et sont applicables immédiatement. Maintenant, le tribunal arbitral de sport a rendu une décision. La Fédération camerounaise de football a pris acte de pouvoir l'appliquer. Le ministre, pour pouvoir amener la Fédération camerounaise de football et la Ligue professionnelle de football à pouvoir s'attendre dans le cadre de l'application, les uns et les autres se sont toujours campés sur leur position. En fait, la décision que nous avons connue du TAS, donc du tribunal arbitral de sport du 20 novembre, n'est qu'une explication réhabilitée. Quand on dit que la Ligue de football professionnel est réhabilitée, en français facile, ça veut dire que c'est elle qui va organiser les championnats de football du Cameroun. Point. Maintenant, on commence à parler de légitimité. Est-ce qu'ils sont illégitimes? Mais n'oublions pas, quand vous les avez suspendus achevés au mois de juin dernier, mais comme ils étaient en situation de suspension et on les réhabilite aujourd'hui, c'est là où je salue. Donc on parle de non-ingérence en matière de football. Mais quand être deux murs pratiquement au seuil du jour où nous voulons organiser une compétition aussi importante et dont le gouvernement, l'État, le président de la République s'est investi à pouvoir nous donner ces infrastructures et dont tout le monde entier veut nous regarder la République pour pouvoir. Et donc nous connaissons les conclusions qui sont en réalité des conclusions qu'on a connues à la veille et le lendemain, la Ligue de football professionnel va assister à l'Assemblée générale organisée par la Ligue de football professionnel dans 8 mois. La Fédération camerounaise de football, parce que lorsque le championnat est organisé, la Fédération camerounaise pour l'arbitrage, donc pour pouvoir garantir la neutralité. Alors, elle doit également s'engager que le football quitte les administrations, qu'il revient sur le terrain et que nos joueurs... Cette réunion qui s'est tenue à la primature ne sont pas différentes. On n'invente pas le fil à couper le beurre. Sauf que ce sont les mêmes qui sont dans les décisions ou les sentences du TAS qui réhabilitent la Ligue. Elles n'ont pas été respectées. Est-ce que finalement, il faut la présence ou on va dire la réaction du chef de l'État pour mettre fin à ce bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel? Non, pour moi, je trouve ça tout simplement. C'est dommage qu'on se retrouve là avec des adultes qui savent ce que c'est que la loi, qui savent ce que c'est que les procédures et qui maîtrisent très bien les statuts de leurs différentes structures. Je pense qu'aujourd'hui, aucune, si la sentence, si par exemple, je parle d'une réunion qui aurait eu lieu le 29, si cette réunion était importante, même dans les différents correspondants que la FIFA a fait par même la fédération, ils n'ont jamais mentionné cela parce que ce n'est pas essentiel. Le plus important, c'est une sentence. Et les correspondances, que ce soit les interventions de la FIFA. Je vous rappelle que la FIFA a organisé une visioconférence le 13, d'abord, et puis après, c'était difficile. Elle a été reprogrammée pour le vendredi. Et pour ce vendredi-là, pour ceux qui connaissent très bien la FIFA, parce que la FIFA ne peut pas aller à l'encontre d'une décision du TAS, parce que la LFPC allait immédiatement attaquer la FIFA au niveau du TAS. Donc la FIFA a dit que le championnat s'organise sur la protection de la fédération comme d'habitude, et elle a dit je vous donne la protection dans 3 semaines. En français, elle a aussi dit que la fédération a le droit d'organiser ses compétitions. Et bien sûr, puisque l'organisation du football Cameroun est organisée par la fédération. C'est logique. Dans tous les pays du monde, c'est la fédération, que ce soit au tennis, au handball ou n'importe quoi, c'est elle qui organise. Mais sauf qu'il y a des statuts et des règles qui attribuent l'organisation à X ou à Y. C'est tout ce qui est là. Et que aujourd'hui, là où nous sommes, ça serait difficile. C'est quasi impossible que ça se fasse pas rapidement dès que le championnat. Parce que maintenant, avec ce qui est arrivé vendredi, quand la LFPC va programmer ce championnat et demander les arbitres et les officiels, la fédération est obligée. Parce que si la fédération ne le fait pas, là, ça devient une obstruction et là, c'est autre chose. Autre chose, c'est très spécial, Mathieu Rambial. Et on parle de fracture entre la fédération et la Ligue, alors que dans quelques semaines, parce qu'on est directement dans le mois de décembre, ça veut dire dans quelques semaines, 4 ou 6, le Cameroun est censé abriter le CHAN
qui est une compétition internationale où on attend justement le Cameroun au tournoi. Vous savez, plusieurs fois on a reporté les compétitions à cause du manque de préparation du pays. Et aujourd'hui, ceux qui sont chargés de retirer le blason de notre sport sont ceux justement qui sont pointés du doigt pour faire ralentir ce sport-là. Il faut dire qu'on est là vraiment en plein Capharnaüm. On est là vraiment en plein désordre total. Donc on comprend pourquoi le football camerounais, n'est-ce pas, depuis un certain temps, ne brille plus. Parce que face à de telles attitudes, ou des gens qui sont chargés, n'est-ce pas, de préparer la relève, de former les jeunes, de permettre aux jeunes de s'exprimer dans le domaine du football, les gens à qui on a donné cette responsabilité-là, passent son temps beaucoup plus à se battre entre eux, à se livrer à des bagarres et qui ne servent pas véritablement le football. Donc c'est regrettable et il faut plutôt regretter, il faut plutôt essayer de se mettre à la place de ces jeunes dans des équipes de football qui attendent véritablement de faire ce qu'ils apprennent au quotidien. Le football, pratiquer ce sport, briller, n'est-ce pas, former leur avenir, construire leurs rêves, aller jouer dans les plus grands clubs possibles dans le monde, ou alors porter le plus possible le drapeau du Cameroun. Donc tous ces jeunes gens-là sont pris en otage et tous ces formateurs, les entraîneurs, ils sont aussi pris en otage parce que c'est leur profession, c'est leur métier. Ils ne veulent faire que cela. Donc c'est vraiment regrettable. C'est tout le pays qui se retrouve encore, c'est toute la situation du pays qui se retrouve encore dans ce petit secteur qui est le football. Vous voyez comment le pays est en plein dans le désordre, en plein dans l'anarchie. Ça se retrouve dans des différents secteurs, dans les différents pans de la vie sociale. Donc on souhaite tout simplement que ces gens puissent faire preuve de patriotisme. C'est un manque de patriotisme qui entraîne qu'on se trouve dans une situation conflictuelle comme celle-là, une situation inexplicable. Parce que quand on pense véritablement à son pays, il y a des moments où on se dit, on fait profil bas. Si peut-être on se dit, ici, dans cette situation-ci, c'est moi qui suis le problème, présente sa démission. L'histoire jugera. Hein? Si monsieur Sénindé, vu de son âge, si peut-être les gens de la FECAFO pensent que c'est lui le problème, hein? Avec toute la dignité de haut soldat qu'il a, il peut présenter sa démission et mettre les gens devant les responsabilités. Vous avez dit que c'est moi qui suis le problème. Hein? Vous demandez que je démissionne. Ok, je vous place devant vos responsabilités et l'histoire va juger. Oui, donc, mais comme ici au Cameroun, les gens sont trop attachés à leur petit gagne-pain, à des privilèges, même quand on a déjà 87 ans, même quand on a déjà 88 ans, on est toujours attaché à des privilèges. Un problème dans le gouvernement. Même quand on est dans l'incapacité. On est dans l'incapacité. Ça n'existe pas. Ces textes-là ne sont pas composés. Il n'y a pas de limitage. C'est pour ça que c'est mentionné. façon de dire sont camerounais. Non, ça ligne par rapport à l'organisation du football mondial. Je vais terminer en disant que les Camerounais doivent avoir le patriotisme, un sens élevé du devoir, un sens élevé de l'honneur. Si vous n'avez pas d'honneur, on va vous traîner dans la boue. Mais quand vous avez de l'honneur, n'est-ce pas, vous posez des actes qui élèvent tout le pays. C'est là la situation, c'est ce qui explique notamment la situation véritablement regrettable qui s'est vue aujourd'hui dans le football camerounais. Un football camerounais qui va mal, hein, et les premières personnes qui souffrent, ce sont les sportifs qui malheureusement sont privés du championnat, d'abord interrompu par le coronavirus. Aujourd'hui, cette guerre entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue. Oui. Le pays de Paul Biya, le pays de Samuel Eto'o-Fils, malchance ou malgouvernance. Voyez-vous, le sport qui ne devrait en réalité pas être politisé est malheureusement, et contre toute incongruité, politisé au Cameroun. Est-ce une question de positionnement? Est-ce une question de personnification? Est-ce que le général Sénégal est pour autant le problème? Est-ce que c'est le président de la FECAFOOT qui veut user de tout son pouvoir
toute cette question revient à une seule chose, c'est qu'en fait au Cameroun, quand on est nommé, du moins, quand on a atteint un stade où on a la main du pouvoir, on ne veut plus s'en débarrasser. Le copanéliste disait tout à l'heure, il a bien fait de ressortir les textes. Et dans son déroulé, il a été très perceptible que c'est la fédération qui organise en tant que tutelle. Et la ligue professionnelle est un démembrement. En réalité, il ne devrait même pas avoir cette équitabilité. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un patron et on parle de son exécutant. Mais sauf que dans toutes les associations du monde, ce sont les ligues qui organisent les championnats. C'est pas la fédération. Par exemple, puisqu'on prend le cas de la France, tout le temps, on n'a pas vu la fédération, la 3F, organiser le championnat. C'est la ligue. L'année dernière qui a organisé. Parce qu'il y avait un problème, on avait mis sur pied cet été. C'est pas la même chose. En cas, si on ne parle d'un cas normal, c'est la ligue qui organise le championnat. Oui, en tant qu'organe technique, justement. Mais je dis chapeauté par la fédération. Oui, toujours. Si on s'est donc entendu sur ce principe, sur ce préalable, on va donc comprendre que plutôt que de laisser la situation pourrir, tout à l'heure, M. Youk disait que le président refuse de s'ingérer. Mais aujourd'hui, le président est interpellé. Et nous, ce que nous posons comme question, nous en tant que footballeurs ou alors Camerounais, amoureux du foot, on se pose la question, qu'est-ce qui va changer sur le président Saint-Germain maintenant? Non, ici il est question justement de ce qui est bien pour les Camerounais, le sport. Je me serais attendu que l'organe exécutif du Cameroun serve de conciliant entre les partis avant que la situation ne pourrisse, parce que c'est possible. Mais c'est ce qu'il fait, non? Je dis bien que c'est ce qui a été fait, c'est ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en état où les partis sont radicaux. La fédération est radicale dans ses positions, la ligue professionnelle est radicale dans ses positions, et on a entendu parler des textes. Et on sait très bien la complexité en matière du respect des lois au Cameroun. Souvenez-vous de la commission mise sur pied par le MINSEC. Souvent venant des différents tribunaux, qu'on a envie de dire, nous ne sommes pas sortis de l'aubaine. Alors, nous interpellons simplement le président de la République et son gouvernement de nous épargner des procédures qui ternissent davantage l'image du Cameroun. Notre sport ne doit pas être pris en état. Déjà que vous savez que ce glissement de la canne, ça laisse un goût amer. Qu'on vienne entendre que les instances habilitées à organiser, à nous donner de la joie, sont à couteau tiré et nous ne sommes pas en train de voir le bout du tunnel. C'est une situation de trop et il faut que cela cesse. Alors, une situation de trop, Serge Kouam, à quelques semaines du CHAN, est-ce que finalement, au sein de la fédération, on est prêt à laisser les choses aller, être géré par la Ligue? D'ailleurs, que la gestion du championnat par la Ligue est un pan vers le professionnalisme, d'où la Ligue professionnelle, le championnat professionnel. On est sorti d'un championnat amateur vers un championnat professionnel par l'installation et l'instauration de la Ligue. Ça, c'est sur le plan purement administratif. Mais quand vous regardez sur le plan pratique, pour ceux qui ont quand même l'expertise, vous allez vous apercevoir que de l'année 2010 ou 2011, où la Ligue est arrivée à aujourd'hui, le foot professionnel a beaucoup reculé plutôt au lieu d'avancer. Ça, c'est un constat réel pour ceux qui connaissent la mentalité au Cameroun et le foot professionnel. Maintenant, je voulais pour le compte de la fédération dire que la fédération n'est pour rien de façon réelle, de façon pratique. Elle n'est même pas d'accord avec le conflit. Et elle va d'ailleurs se plier à ce qui sera décidé au sommet de l'État parce que elle est dans le rôle de la fédération, c'est de faire jouer. Elle tient à ses compétitions. Mais, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, vous allez remarquer que de façon involontaire, les gens ont nivelé les valeurs entre la fédération et la Ligue en créant de façon involontaire une fédération bis. C'est-à-dire on s'est comporté au niveau de certaines institutions comme si la fédération et la LFPC étaient deux entités qui étaient sur le plan horizontal, ce qui est faux. C'est une relation verticale. Et cette verticalité n'est pas à remettre en cause. C'est pour ça que la FIFA, dans son texte, sans pourtant remettre en cause ce qui a été dit par le TAS, dit c'est la fédération qui est responsable de ces compétitions. Comme pour dire que quelle que soit la structure qu'elle choisira, c'est à elle de superviser pour que le football puisse se jouer. Maintenant, je voulais revenir sur les propos de M. tout à l'heure pour dire que
Il y a une interprétation parfois qui est mal faite. Je vous dis que le problème à la LFPC vient de ses propres membres. Quand M. Simon tout à l'heure évoquait le fait que la dissolution c'est quelque chose dont on ne peut pas parler, ce que vous ne savez pas, c'est que la LFPC a fait appel de cette dissolution à la commission de recours. Sauf qu'elle a été forclose par les délais, parce qu'elle est venue en retard par rapport au délai auquel il fallait faire appel. Vous pensez qu'un truc qui est aussi anodin, on fait appel à une commission juridictionnelle? Je dis non. C'est parce qu'on ne communique pas beaucoup pour que les gens comprennent. Parce qu'on sait que c'est un pan justement qui nuit aux intérêts de la LFPC telle qu'elle est dite actuellement. Et je vous rappelle encore ici que la frange des clubs qui a tenu cette réunion de Bancomo a fait un courrier à la primature pour exprimer réellement leur désapprobation de faire un championnat dirigé par le président actuel de la LFPC. Ils l'ont dit de façon formelle. Et s'ils le disent comme ça, ça n'a rien à voir avec la sentence du TAS. La sentence du TAS est venue dire qu'il faut établir l'FPC dans ses droits. Du 14 septembre à aujourd'hui, il y a forcément l'évolution des événements. Si entre-temps, les acteurs entre eux sont arrivés à prononcer la dissolution, sont arrivés pour certains à ne plus vouloir entendre parler à LFPC, ça veut dire que la structure au niveau du sommet de l'État qui va organiser ce championnat ne peut pas être la LFPC telle qu'elle est, puisqu'elle est considérée pour certains comme étant dissoute. Ou bien il organisera un championnat avec une partie de membres et pas d'autres. Ce ne sera pas le football tel que nous le voulons. Donc je pense qu'au niveau du sommet de l'État, il n'y a rien de mieux que de réunir les enfants du Cameroun autour d'une table, faire quelque chose, une convention qui va être signée de tous, où chacun va perdre un peu de quelque chose, et on va permettre dans la fédération de superviser tout cela, peut-être derrière un comité provisoire qui sera peut-être présidé par le même président de la LFPC qui sait, ou n'importe qui, mais qui va prendre la connotation de quelque chose autour duquel chacun se reconnaîtra. Parce qu'il y a une partie, j'ai dit bien qui a prononcé la dissolution. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Il dit quand même quelque chose d'important, c'est je crois que la Ligue ne pourra pas organiser son championnat dans ces conditions-là. Parce qu'on sait qu'il y a une bonne partie qui avait la fédération. Est-ce qu'on jouera un championnat avec la moitié des clubs? Ici, nous sommes au Cameroun, nous sommes dans l'éducation. On ne peut pas dire à haute voix à la télévision que ce que la justice dit est mieux. Non, pas le 14. Non, c'est ça. Vous avez parlé de ça. J'explique simplement. Elle a dit l'émission, on est en train de commenter. On ne peut pas dire que la sentence de justice, c'est zéro. C'est ce qu'on a dit. Et vendredi, la justice a dit que la sentence là doit être appliquée. Et l'État du Cameroun, c'est-à-dire que quand le président de la République décide de sortir ce qu'on appelle les équatures, ça veut dire que cette sentence-là, tous ceux qui sont responsables de la justice doivent absolument l'appliquer sur l'étendue du territoire national. Je pense que c'est ça le plus important. Et je pense qu'on ne va pas revenir. Si on dit que la RPC allait mal depuis, je suis d'accord. Mais que devient la fédération? Qui doit s'occuper du football amateur qui ne s'est pas joué depuis longtemps? Qui doit s'occuper du football jeune qui ne s'est pas joué depuis très très longtemps? Donc vous voyez bien que moi je ne veux pas revenir sur les responsables de chacun. Moi je reste sur la sentence. La sentence dit que la RPC va oublier. Et c'est elle qui organisera dans tous les cas, puisque à partir de demain, depuis le 20, ça a été remis sur la table, et il n'y a que la LFPC, telle qu'elle est aujourd'hui, qui va organiser le championnat. C'est impossible de revenir, sauf si on veut dire que la justice, la parole de la justice n'a rien à faire. Et la FIFA ne pourra pas intervenir, parce que la dernière visioconférence, si vous suivez la lettre, la FIFA les a dit on se retrouve dans quelques semaines. Ça veut dire que quoi? En français facile, ça veut dire que la FIFA a fui. Puisque si elle essaie de s'ingérer ou perturber la sentence, elle-même sera frappée. Puisque même la FIFA, ce qu'il faut reconnaître dans le football, même un petit club au quartier qui est reconnu peut attaquer la FIFA au niveau du TAS. C'est ça la réalité du football. Et la LFPC et la fédération n'est pas la mère ou la fille ou notre cousine. Ça, c'est des choses qui n'ont pas de droit. Nous sommes en droit. Et en droit, on regarde les statuts, on regarde les textes. Et c'est à partir des textes qu'on vous donne au TAS qu'on essaie de faire un jugement. On ne juge pas sur on a dit que le communiqué a dit que non, c'est pas ça. On juge sur le fait, sur les textes et on rend justice. Et ce qui a été fait. On attend donc finalement encore la suite de cet épisode dans cette série qui oppose la Fédération camerounaise de football à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et c'est ainsi que nous terminons cette émission. Très belle émission. Merci à vous, M. Pro du MRC, Simon Moukete, M. Mathurin Biol du SDF, M. Serge Kwam, c'est fait un plaisir d'être là, représentant de la Fédération, j'ai envie de le dire. Et vous, M. Jean-Claude Youf, représentant du RDPC, c'est fait un plaisir d'être en votre compagnie. Vous retrouverez la rediffusion de cette émission ce soir lorsqu'il sera 21h. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission de Politiquement Incorrect. La suite des programmes se poursuit sur la télévision.